Imaginez ceci. Vous êtes en road trip avec vos meilleurs amis, riant, la musique à fond, le désert s'étendant à l'infini sous un ciel étoilé. Vous êtes jeune, insouciant, et rien ne peut mal tourner jusqu'à ce que vous preniez un raccourci. Une route de terre réservée aux locaux, à peine un sillon dans le sable, traversant une ancienne réserve amérindienne abandonnée. Vous pensez que ça va vous faire gagner du temps. Mais à mesure que la nuit s'épaissit, le GPS commence à buguer, l'air devient glacial, et quelque chose là-dehors commence à vous observer. C'est ce qui est arrivé à Jake, Mia et Tyler sur une route oubliée près de la frontière Arizona-Nouveau-Mexique. Seulement l'un d'eux s'en est sorti, et il ne sait même pas comment. Vous voulez savoir ce qu'ils ont vu là-dehors? Plongeons Y. C'était une soirée chaude en fin de printemps, le genre où l'air du désert semble vibrer de possibilités. Jake Harper, un gars de 21 ans avec des cheveux bruns en bataille et un sourire tordu, était au volant de son vieux Jeep Wrangler de 2015. À la place passager, Mia Torres, 20 ans, avec ses yeux noirs perçants et l'habitude de se ronger les ongles quand elle était nerveuse, scrollait sur son téléphone, cherchant une playlist qui ne soit pas ennuyeuse. À l'arrière, Tyler Brooks, 22 ans, un type maigre avec une casquette de baseball usée et un rire bruyant, ouvrait un paquet de chips, des miettes tombant déjà sur le siège. C'étaient des amis d'université de Phoenix, en road trip vers Denver pour un festival de musique. Le plan était simple, rouler toute la nuit, dormir dans un motel pas cher à Albuquerque, et arriver à Denver l'après-midi suivant. Ils étaient sur la route depuis 5 heures, les phares de la Jeep découpant l'obscurité sur LI40, le désert un vide noir de chaque côté. Mais la circulation était un cauchemar, des cônes de chantier et des panneaux clignotants les avaient ralentis à une allure d'escargot. « Mec, on n'arrivera jamais à Albuquerque comme ça », gémit Tyler, se penchant en avant, sa casquette projetant une ombre sur le tableau de bord. « Il est déjà quoi, 22 heures? On est à peine passé par Holbrook. » Mia jeta un coup d'œil à son téléphone, l'application GPS montrant un point clignotant coincé dans une mer de lignes oranges de trafic. « Il a raison, Jake. On avance à peine 32 km à l'heure. Il nous faut un détour ou un truc comme ça. » Jake se frotta les yeux, le ronronnement du moteur le rendant somnolent. Il conduisait depuis Phoenix, et la route interminable commençait à lui jouer des tours. Un détour où? On est au milieu de nulle part ici. À moins que tu veuilles faire du tout-terrain dans le désert, on est coincé. Mia zooma sur la carte, ses sourcils se fronçant. Attends, il y a une petite route un peu plus loin. Elle sort de l'autoroute, traverse une terre de réserve. Elle s'appelle Sentier de Red Mesa. Elle va direct à Gallup, ça nous fait gagner, genre, 2 heures. Tyler se redressa, croquant une chips. 2 heures? Parfait. Faisons ça. Jake hésita, ses mains serrant le volant. Une terre de réserve? C'est pas, genre, interdit ou quelque chose. Et c'est une route de terre, Mia. Cette Jeep est pas vraiment un tank. Mia leva les yeux au ciel, jetant son téléphone sur le tableau de bord. C'est bon, Jake. La carte dit que c'est une route publique. Et c'est pas comme si on allait s'arrêter pour camper. On traverse, on arrive à Gallup, et c'est tout. Allez, fais pas le rabat-joie. Jake soupira, jetant un coup d'œil à Tyler dans le rétroviseur. Tyler sourit, lui faisant un pouce levé. T'es en minorité, mec. Prenons le raccourci. Contre son meilleur jugement, Jake hocha la tête. Quelques kilomètres plus loin, il repéra la bifurcation, un panneau en bois fané à moitié enfoui dans le sable. Les mots sentiers de Red Mesa à peine lisibles sous les phares de la Jeep. Il ralentit, les pneus craquant en quittant l'asphalte pour la terre. La route était étroite, un chemin sinueux de sable rouge bordé de désert infini, buissons secs, rochers déchiquetés, et quelques arbres de Josué tordus. L'air sentait la poussière et la sécheresse, s'infiltrant dans la Jeep par les fenêtres entr'ouvertes. Mia monta le volume, une chanson pop entraînante, essayant d'alléger l'ambiance, mais plus ils avançaient, plus le silence s'installait. L'autoroute disparut dans le rétroviseur, engloutie par l'obscurité. Au début, tout semblait aller bien. La Jeep rebondissait sur le sentier, la terre inégale mais praticable. Tyler racontait une histoire débile d'une fête à l'université, et Mia riait, les pieds sur le tableau de bord. Mais Jake ne pouvait se débarrasser d'un sentiment que quelque chose clochait. Le désert était trop calme, trop vide, comme s'il retenait son souffle. Il regarda l'horloge du tableau de bord, 22h30. Ils étaient sur le sentier depuis environ 20 minutes, mais le GPS n'avait pas mis à jour. Le petit point clignotant était figé,
coincé à la bifurcation. « Et, Mia, vérifie le GPS, dit Jake, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Il bouge pas. Mia attrapa son téléphone, fronçant les sourcils. Bizarre. Il buguait, je pense. L'écran tourne en boucle, comme s'il captait pas de signal. Elle tapa dessus quelques fois, puis secoua la tête. Plus de réseau non plus. On doit être dans une zone morte. Tyler se pencha par-dessus son épaule, jetant un coup d'œil. Une zone morte. Ici. Pas crépi du tout, dit-il, sur un ton moqueur mais les yeux inquiets. Continue, Jake. C'est une ligne droite, non? On captera bientôt. Jake hocha la tête, mais son estomac se nouait. Le désert dehors était d'un noir d'encre maintenant, les étoiles au-dessus étant la seule lumière en dehors des phares de la Jeep. La chanson pop à la radio commença à grésiller, des parasites coupant le rythme. Mia tendit la main vers le bouton, essayant de l'ajuster, mais les parasites devinrent plus forts, un bourdonnement strident qui les fit grimacer. Puis, à travers le bruit, ils l'entendirent un faible murmure, doux et superposé, comme des voix trop basses pour être comprises. La radio siffla, les murmures devenant plus clairs, une langue qu'ils ne reconnaissaient pas, les mots tranchants et rythmés, comme un chant. « C'est quoi ce truc ?» dit Tyler, sa voix tombant à un chuchotement. Il se pencha par-dessus Mia et éteignit la radio, le silence les frappant comme une vague. Mais les murmures ne s'arrêtèrent pas. Ils venaient de l'extérieur maintenant, portés par le vent, s'infiltrant dans la Jeep par les fenêtres. Les ongles de Mia s'enfoncèrent dans sa paume, ses yeux écarquillés. « Les gars, c'est pas la radio. Ça vient de dehors. » Le cœur de Jake se mit à battre plus fort, ses mains moites sur le volant. Il remonta sa fenêtre, les autres faisant de même, les murmures étouffés mais toujours là, tournant autour de la Jeep comme une meute de loups invisibles. « C'est juste le vent, dit-il, essayant de rester calme. Le vent peut faire des sons bizarres dans le désert. On va bien. » Mais il n'allait pas bien. Quelques minutes plus tard, les phares captèrent quelque chose dans le sable devant eux, des formes étranges gravées dans la terre, grandes et intentionnelles, comme si quelqu'un les avait dessinées avec un bâton. C'étaient des symboles, anciens, avec des angles aigus et des spirales, s'étendant sur le sentier comme une barrière. Jake ralentit, les pneus de la Jeep craquant sur le sable, les symboles brillant faiblement sous la lumière. Ceux-là, on dirait des symboles amérindiens ou quelque chose, dit Mia, sa voix tremblante. J'ai vu des trucs comme ça en cours d'histoire. Ce sont, genre, des symboles de protection. Ou d'avertissement. D'avertissement, ricana Tyler, mais son rire était nerveux. Avertissement de quoi? Y a rien ici. Jake ne répondit pas. Il accéléra, roulant sur les symboles, la Jeep rebondissant en les traversant. Mais dès qu'ils passèrent, l'air dans la Jeep devint glacial, la température chutant rapidement. Leur souffle commença à se condenser, le thermomètre du tableau de bord tombant de 21 degrés Celsius à 10 degrés Celsius en quelques secondes. Mia frissonna, serrant son hoodie. Pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? Le chauffage est allumé, non? Jake vérifia le tableau, oui, le chauffage était à fond, mais l'habitacle était gelé, le froid s'infiltrant dans leurs os. Je sais pas, dit-il, sa voix tendue. Quelque chose cloche. On devrait faire demi-tour. Faire demi-tour, dit Tyler, se penchant en avant. On est déjà à mi-chemin de Gallup. Continuons. C'est probablement juste un truc météo bizarre. Mais Jake n'était pas convaincu. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, prêt à faire un U-turn et son estomac se noua. La route derrière eux avait disparu. Là où le sentier de terre aurait dû être, il n'y avait rien que du sable, s'étendant à l'infini, les symboles qu'ils avaient traversés effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Le désert avait avalé le chemin. « Les gars, dit Jake, sa voix à peine un murmure. La route, elle est partie. » Mia se retourna, les yeux écarquillés de panique. « Comment ça, partie? On vient de rouler dessus. »« Regarde toi-même, » aboya Jake, pointant le rétroviseur. Mia et Tyler se tournèrent, regardant par la fenêtre arrière, leurs visages blêmissants. Le sentier avait disparu, remplacé par une mer de sable, le désert ondulant comme s'il était vivant, les dunes frémissant dans l'obscurité. « C'est pas possible, » marmonna Tyler, sa voix tremblante. « Les routes disparaissent pas comme ça. » Avant qu'il puisse en dire plus, les phares clignotèrent, les faisceaux s'affaiblissant un instant avant de revenir. Dans ce bref moment d'obscurité, ils le virent une silhouette debout au milieu du sentier, à peut-être 45 mètres devant.
Elle était grande, trop grande, son corps mince et étiré, comme une ombre tirée trop loin. Elle ne bougeait pas, juste là, la tête inclinée, les fixant droit dans les yeux. Les phares clignotèrent à nouveau, et la silhouette disparut, comme si elle n'avait jamais été là. « Vous avez vu ça ?» murmura Mia, sa voix tremblante. « Cette chose sur la route. » Jake hocha la tête, la gorge sèche. « Ouais, je l'ai vu. » Tyler agrippa le dossier du siège de Jake, les jointures blanches. « C'était quoi ? Une personne. Un animal ? » « C'était pas une personne, » dit Mia, sa voix se brisant. « C'était trop grand, trop bizarre. Il faut qu'on sorte d'ici, Jake. Maintenant. » Jake accéléra à fond, la Jeep bondissant en avant, les pneus projetant du sable. Mais le sentier devant commença à changer, la terre s'amollissant, le sable montant comme des vagues, les ralentissant. Les murmures dans le vent devinrent plus forts, le chant plus clair, les mots lourds de colère, de chagrin. Le froid dans la Jeep s'intensifia, le thermomètre tombant maintenant à 4 degrés Celsius, le givre rampant sur les vitres de l'intérieur. Mia se mit à pleurer, son souffle court. « On n'aurait pas dû venir ici, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Cette route, elle est maudite ou quelque chose. »« Arrête, Mia, » aboya Tyler, mais sa voix tremblait aussi. « C'est juste une route. On va bien. On va arriver à... » Il ne finit pas. La Jeep heurta une zone de sable mou, les pneus s'enfonçant, le moteur gémissant en luttant pour avancer. Jake freina brusquement, la Jeep dérapant, le sable volant partout. Ils étaient coincés, le sentier maintenant un chaos de dunes mouvantes, le désert se refermant autour d'eux. Les phares clignotèrent à nouveau, et Mia hurla, pointant devant. La silhouette était plus proche maintenant, à 18 mètres, ses longs bras se balançant, son visage vide tourné vers eux. Elle fit un pas en avant, ses mouvements saccadés, comme une marionnette sur des ficelles, le sable se déplaçant autour de ses pieds. « Poussez plus fort !» cria Jake, sa voix rauque de panique. Ils poussèrent à nouveau, leurs muscles brûlants, la Jeep commençant à bouger, les pneus trouvant de l'adhérence. « Montez, montez !» hurla Jake, et ils se précipitèrent dans la Jeep, claquant les portes. Jake accéléra à fond, la Jeep bondissant en avant, le sable volant alors qu'ils se libéraient. La silhouette disparut à nouveau, fondue dans l'obscurité, mais les murmures ne s'arrêtèrent pas, le froid ne se leva pas, le givre sur les vitres s'épaississant, l'habitacle tombant à -6 degrés Celsius. Ils roulèrent pendant ce qui sembla des heures, le sentier sans fin, le sable se déplaçant autour d'eux, le désert un labyrinthe. Le compteur disait qu'ils n'avaient fait que 8 kilomètres, mais ça semblait durer éternellement, les mêmes dunes, les mêmes arbres tordus, tournant en boucle. « On va nulle part, » dit Mia, sa voix vide. « On est coincé dans une boucle. Cette route, elle nous laisse pas partir. » « Dis pas ça, » aboya Tyler, mais sa voix se brisa, ses yeux scrutant les vitres. « On sortira. Il le faut. » Mais le désert avait d'autres plans. Les phares captèrent d'autres symboles dans le sable, plus grands cette fois, brillant faiblement, pulsant comme s'ils étaient vivants. Les murmures devinrent des voix, claires maintenant, parlant dans cette langue ancienne, les mots lourds de rage. « Vous n'appartenez pas. Partez, partez. » Le moteur de la Jeep commença à octer, les lumières du tableau de bord clignotant, la batterie se vidant rapidement, tombant à 10%. Les mains de Jake tremblaient sur le volant, son souffle se condensant dans l'habitacle gelé, le givre maintenant recouvrant le pare-brise, rendant la visibilité difficile. Puis la silhouette réapparut, juste devant eux, son visage vide à quelques centimètres de la Jeep, ses longs bras tendus, frôlant le capot. Mia hurla, Tyler jura, et Jake dévia, la Jeep dérapant, les pneus s'enfonçant à nouveau dans le sable. Le moteur s'éteignit, les phares s'éteignirent, l'habitacle plongea dans l'obscurité. Le froid était insupportable maintenant, -12 degrés Celsius, leurs doigts engourdis, leur souffle faible. La silhouette resta là, immobile, sa présence un poids sur leur poitrine, les voix hurlant à leurs oreilles. « Partez, partez, partez !»« Il faut courir, » dit Jake, sa voix un murmure désespéré. « On peut pas rester ici. Ça va nous tuer. »« Courir où ?» cria Tyler, sa voix se brisant. « Y à nulle part où aller. » Mais Jake bougeait déjà, attrapant une lampe torche dans la boîte à gants, le faisceau tremblant alors qu'il ouvrait la porte. « Restez si vous voulez. Je vais pas mourir dans cette Jeep. » Mia et Tyler le suivirent, leur peur l'emportant sur leurs doutes, les trois trébuchant dans le sable, la lampe leur seule lumière.
La silhouette avait disparu, mais les voix persistaient, les murmures les encerclant, le désert se déplaçant, les dunes montant comme des vagues, les piégeant dans une vallée de sable. Ils coururent, leurs chaussures s'enfonçant, leur souffle saccadé, le froid mordant leur peau. Le faisceau de la lampe captura d'autres symboles dans le sable, les formes brillant, pulsant, les voix devenant plus fortes, plus enragées. Puis ils entendirent un cri, aigu et terrifié, venant de derrière eux. C'était Tyler. Jake se retourna, le faisceau de la lampe se posant sur lui. Mais Tyler était seul, les yeux écarquillés de terreur, pointant le sable. « Ça m'a attrapé » hurla-t-il, sa voix rauque. « Quelque chose a pris ma jambe. »« Y a rien là » cria Jake. Mais en disant cela, le sable sous Tyler bougea, une main longue, osseuse et pâle jaillissant du sol, s'enroulant autour de sa cheville. Tyler hurla à nouveau, tombant à genoux, griffant le sable alors que la main le tirait vers le bas, le désert l'avalant tout entier. En quelques secondes, il disparut, le sable se lissant comme si rien ne s'était passé, les murmures riant maintenant, cruels et froids. « Tyler !» hurla Mia, sa voix se brisant, mais Jake attrapa son bras, l'attirant en avant. « On peut pas l'aider. Cours, Mia, cours !» Ils coururent, le désert un cauchemar de sable mouvant et d'ombre, les voix les poursuivant, le froid s'infiltrant dans leurs os. La lampe clignota, la batterie mourante, le faisceau s'affaiblissant. Puis Mia trébucha, son pied accrochant une pierre, son corps heurtant le sable violemment. Jake s'arrêta, se retournant pour l'aider, mais le sable sous elle commença à bouger, une autre main jaillissant, saisissant son poignet. Elle hurla, ses yeux verrouillés sur ceux de Jake, suppliant. « Laisse-moi pas !» cria-t-elle, mais la main tira plus fort, l'entraînant vers le bas, ses cris s'évanouissant alors que le sable se refermait sur elle. Jake resta là, figé, son cœur battant à tout rompre, la lampe clignotant avant de s'éteindre, le plongeant dans l'obscurité. Les voix étaient partout maintenant, hurlant, riant, le froid insupportable, son corps tremblant. Il courut à l'aveugle, le sable se déplaçant sous lui, le désert une entité vivante, affamée et cruelle. Il ne savait pas combien de temps il courut, ses poumons brûlants, ses jambes douloureuses, les voix un grondement constant à ses oreilles. Puis, soudainement, le sable durcit, les murmures s'arrêtèrent, le froid se leva. Il trébucha sur de l'asphalte, les phares d'une voiture passant l'aveuglant, un klaxon retentissant alors que la voiture dévia pour l'éviter. Jake s'effondra sur le bord de la route, le souffle court, le corps tremblant. La voiture s'arrêta, un homme sautant dehors, courant vers lui. « Hé, gamin, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda l'homme, sa voix teintée d'inquiétude. Jake leva les yeux fous, la voix rauque. « Mes amis, ils sont partis, la route, le sentier de Red Mesa, quelque chose les a pris. » Le visage de l'homme pâlit, les yeux plissés. « Le sentier de Red Mesa? Cette route est fermée depuis des décennies. C'est sur une ancienne réserve Navarro, un terrain sacré. On dit qu'elle est maudite, que les esprits là-dedans laissent pas les étrangers partir. T'as de la chance d'être en vie, gamin. » Jake ne se sentait pas chanceux. Il ne se souvenait pas comment il s'était échappé. Les dernières heures un flou de sable et de cris. L'homme le conduisit à Gallup, où la police fut appelée, une équipe de recherche envoyée. Mais il ne trouvait rien, pas de jeep, pas de sentier, pas de Mia, pas de Tyler. Juste un désert infini, le sable lisse et intact, comme si rien n'avait jamais été là. Jake ne retourna jamais dans ce désert. Il abandonna l'université, déménagea dans une petite ville du Colorado, essayant d'oublier. Mais les murmures le suivirent, faibles au début, puis plus forts, le réveillant la nuit. Les mots clairs maintenant. « Vous n'apnez pas ». Un matin tôt, il trouva du sable sur le sol de sa chambre, rouge et fin. Un symbole unique gravé dedans, brillant faiblement dans l'obscurité. L'air devint froid, les murmures plus forts, et du coin de l'œil, il la vit une silhouette grande, sans visage, debout dans les ombres, le regardant. Le désert ne l'avait pas laissé partir. Il venait le chercher, comme il était venu pour Mia et Tyler. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Story Number 2, le motel de la sortie 197. Imaginez ceci. Vous êtes en road trip avec votre partenaire, roulant dans la nuit, les fenêtres ouvertes, l'autoroute s'étendant devant vous. Puis une tempête frappe, le tonnerre gronde, la pluie martèle et vous repérez un motel délabré à la sortie 197, un endroit qui n'apparaît même pas sur votre carte. Vous pensez que c'est un refuge sûr, mais le silence à l'intérieur est assourdissant, les lumières clignotent comme si elles étaient vivantes, et les autres clients vous fixent avec des yeux vides. C'est ce qui est arrivé à Sarah et Matt, un jeune couple de Wichita.
L'un d'eux a disparu cette nuit-là, et quand l'aide est arrivée, ils n'ont trouvé que descendre là où le motel aurait dû être. Prête à plonger dans ce cauchemar? Allons-y. C'était une soirée humide en fin de printemps, l'air lourd de l'odeur de la pluie alors que des nuages sombres roulaient sur les plaines du Kansas. Sarah Miller, 24 ans, avec ses cheveux blonds bouclés attachés et un sourire nerveux, était assise sur le siège passager de leur vieille Honda Civic de 2012, jouant avec la radio. À côté d'elle, Matt Carter, 25 ans, avec sa barbe hirsute et ses yeux bruns fatigués, serrait le volant, plissant les yeux à travers le pare-brise alors que les premières gouttes de pluie éclaboussaient la vitre. Ils faisaient un road trip à travers le pays depuis Wichita jusqu'à Saint-Louis, une escapade spontanée pour célébrer leur premier anniversaire. Le plan était d'arriver à Topeka avant minuit, de dormir dans un motel pas cher, et de continuer le lendemain matin. Ils étaient sur l'I-70 depuis 6 heures, l'autoroute plate s'étendant sans fin sous un ciel qui devenait noir de nuages d'orage. On dirait qu'on va en prendre plein la figure, dit Matt, allumant les essuie-glaces alors que la pluie s'intensifiait, un bruit régulier se transformant en déluge. Un éclair illumina les champs vides de chaque côté, le tonnerre grondant comme un rugissement. Sarah serra sa veste contre elle, sa voix tremblante. Peut-être qu'on devrait s'arrêter? Cette tempête devient folle. Matt hocha la tête, jetant un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, 21h45. Bonne idée. Trouvons une sortie. Il doit y avoir une station-service ou quelque chose plus loin. Ils continuèrent, la pluie martelant le toit, les essuie-glaces peinant à suivre. La radio grésilla, des parasites coupant une chanson country, puis elle s'éteignit, ne laissant que le bruit de la pluie et le léger fredonnement de Matt. Après quelques kilomètres, un panneau vert apparut à travers la tempête, sortie 197. Aucun service. Matt fronça les sourcils, ralentissant. Aucun service. C'est bizarre. Mais peut-être qu'il y a un motel ou quelque chose après la rampe. Sarah vérifia son téléphone, l'application GPS tournant en boucle sans résultat. Pas de réseau. La carte ne montre rien pour la sortie 197. T'es sûr de ça? Ça vaut le coup d'essayer, dit Matt, mettant son clignotant. On peut pas rester sur l'autoroute dans ce bazar. Ils prirent la sortie, les pneus de la Civic éclaboussant les flaques alors que l'asphalte cédait la place à une route étroite et fissurée. La pluie était incessante, les éclairs illuminant le paysage toutes les quelques secondes, révélant une étendue déserte, champs vides, clôtures rouillées et puis, comme un fantôme dans la tempête, une enseigne au néon clignotante, motel de la sortie 197. L'enseigne bourdonnait, la moitié des lettres brûlées, projetant une lueur jaune maladive sur un bâtiment bas et affaissé avec de la peinture qui s'écaillait et des fenêtres sombres. Quelques voitures étaient garées sur le parking, leur forme floue à travers la pluie, mais l'endroit semblait abandonné, comme sorti d'un vieux film d'horreur. Flippant, marmonna Sarah, son estomac se nouant. T'es sûr qu'on devrait s'arrêter ici? Ça a l'air, pas net. Matt haussa les épaules, entrant sur le parking, le gravier craquant sous les pneus. C'est mieux que de rouler à l'aveugle dans cette tempête. On prend une chambre, on dort, et on se tire demain matin. Allez. À contre-cœur, Sarah le suivit hors de la voiture, la pluie les trempant instantanément, le froid traversant leurs vêtements. Ils coururent jusqu'au bureau, la porte grinçant quand Matt l'ouvrit. À l'intérieur, l'air était rance, sentant le moisi et la vieille fumée de cigarettes. Une seule ampoule clignotait au plafond, projetant des ombres dansantes sur les murs fissurés. Derrière le comptoir se tenait un réceptionniste, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux enfoncés, le visage vide, les mains immobiles sur un registre. Il ne leva pas les yeux quand ils approchèrent, fixant le registre, son silence plus lourd que la tempête dehors. Salut, dit Matt, secouant l'eau de sa veste. On a besoin d'une chambre pour la nuit. L'homme ne bougea pas, ne parla pas, glissant juste une clé sur le comptoir, chambre 6, ses doigts osseux et pâles, ses yeux ne croisant jamais les leurs. Sarah frissonna, attrapant la clé, sa voix basse. Merci, dit-elle, mais l'homme ne répondit pas, son regard rivé sur le registre comme s'il n'était pas là. Ils quittèrent le bureau, courant vers la chambre 6, une porte à l'extrémité du motel. La pièce était sombre, l'ampoule bourdonnant, les murs tachés d'humidité, la moquette usée et humide. 2 lits jumeaux étaient contre le mur, les draps jaunis, une petite télé posée sur un support bancal. L'air semblait épais, comme s'il pesait sur eux, et la lumière clignotante faisait danser les ombres. « Cet endroit est une ruine, » dit Sarah, posant son sac par terre. « J'aime pas ça, Matt. Ça sent, pas bon. » Matt força un rire, retirant ses chaussures mouillées.
C'est juste vieux, chérie. On va bien. Dormons et tirons-nous d'ici à l'aube. Ils s'installèrent, la pluie martelant le toit, le tonnerre secouant les murs. Sarah s'allongea sur son lit, fixant le plafond, la lumière clignotante la rendant nerveuse. Matt ronflait doucement, sa respiration régulière. Mais alors que la tempête faisait rage, elle entendit un faible cognement, venant de l'intérieur du mur derrière sa tête de lit. Toc, toc, toc. C'était lent, délibéré, comme quelqu'un qui frappait, mais personne n'était là. Son cœur s'accéléra, ses yeux grands ouverts dans l'obscurité. « Matt, murmura-t-elle, secouant son épaule. « Réveille-toi. Tu entends ça ?» Matt grogna, se tournant. « Entendre quoi ? C'est juste la tempête. »« Non, écoute, » siffla Sarah, pointant le mur. Le cognement revint, plus fort cette fois, un rythme régulier, toc, toc, toc résonnant dans la pièce. Matt se redressa, se frottant les yeux, son visage se crispant. « Ok, c'est bizarre, » dit-il, sa voix basse. « Peut-être les tuyaux ou quelque chose. Les vieux bâtiments font ça. » Mais le cognement ne s'arrêta pas. Il devint plus rapide, plus fort, le mur vibrant à chaque coup, comme si quelqu'un ou quelque chose était piégé à l'intérieur, essayant de sortir. Le souffle de Sarah se coupa, ses mains tremblantes alors qu'elle attrapait son téléphone. Pas de réseau, juste un écran vide. « Matt, il faut partir. » « C'est pas normal. » Matt se leva, s'approchant du mur, collant son oreille contre. Le cognement s'arrêta dès qu'il le toucha, le silence soudain et lourd. « Tu vois ? C'est rien, » dit-il, mais sa voix tremblait, ses yeux scrutant la pièce. Puis la lumière clignota et s'éteignit, les plongeant dans l'obscurité, le tonnerre dehors un rugissement constant. Sarah hurla, cherchant la lampe torche de son téléphone, le faisceau tremblant alors qu'il illuminait la pièce. L'air était plus froid maintenant, son souffle se condensant, la température chutant rapidement. Et puis elle le vit, une ombre bougeant sur le mur, grande et fine, sa forme étrange, sa tête penchée à un angle bizarre. Ce n'était pas leur ombre. Elle était dans le mur. « Matt !» cria Sarah, attrapant son bras, le faisceau tremblant. Mais Matt avait disparu. Une seconde il était à côté d'elle, la suivante il n'était plus là. Le lit où il dormait était vide, les draps intacts, comme s'il n'y avait jamais été. « Matt ! Matt !» hurla Sarah, sa voix se brisant, le faisceau balayant frénétiquement. L'ombre sur le mur était toujours là, bougeant lentement, le cognement reprenant toc, toc, toc venant de l'endroit où Matt avait disparu. La panique monta en elle, son cœur battant, ses jambes tremblantes alors qu'elle reculait vers la porte. « C'est pas réel, chantonna-t-elle, mais le froid était réel, l'ombre était réelle, le vide où Matt avait été était réel. Elle trébucha hors de la pièce, la pluie frappant son visage alors qu'elle courait vers le bureau, le gravier coupant ses pieds nus. Le réceptionniste était toujours là, ses yeux vides fixés sur le registre, son silence perturbant. « Aidez-moi !» cria Sarah, frappant le comptoir. « Mon copain a disparu. Il s'est volatilisé. Faites quelque chose. » L'homme ne bougea pas, ne parla pas, fixant juste le registre, ses doigts osseux tressaillants. Les sanglots de Sarah résonnèrent dans le bureau vide, la lumière clignotante bourdonnant au-dessus. Elle attrapa le téléphone sur le comptoir, composant le 911, les mains tremblantes. Par miracle, ça marcha, une voix de répartitrice crépita, calme et stable. « 911, quelle est votre urgence ? » « Mon copain a disparu. On est dans un motel à la sortie 197 sur LI 70. Il vient de disparaître. Envoyez de l'aide !» cria Sarah, sa voix frénétique. La répartitrice marqua une pause, puis parla lentement. « Madame, pouvez-vous répéter ? La sortie 197 ? Il n'y a pas de motel à la sortie 197. C'est juste des champs. L'ancien motel là-bas a brûlé en 1996. Vous êtes sûr de votre position ? » Sarah se figea, le sang se glaçant dans ses veines. « Quoi ? Non, on est ici. C'est juste là. Chambre 6, l'enseigne d'Imotel de la sortie 197. Vous devez me croire. » « On envoie une unité vérifier, » dit la répartitrice, « son ton prudent. Restez où vous êtes. L'aide arrive. » Sarah raccrocha, les mains tremblantes, le silence du réceptionniste pesant sur elle. Elle courut de nouveau vers la chambre 6, la pluie la trempant à nouveau, la porte grinçant quand elle l'ouvrit. La pièce était vide, l'ombre partie, le cognement arrêté,
Mais l'air était glacial, le givre sur les vitres épais. Le sac de Matt était toujours là, sa veste par terre, mais lui n'y était pas. Le lit était impeccable, comme si personne n'y avait dormi. Elle s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son visage, le froid s'infiltrant dans ses os. Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues clignotèrent dehors, les sirènes perçant la tempête. 2 policiers firent irruption dans la pièce, leurs visages graves sous leurs chapeaux. « Madame, on est là », dit le plus grand, sa voix ferme. « Où est votre copain ?»« Il est parti », sanglota Sarah, pointant le lit vide. « Il était juste ici, et puis il a disparu. » Les murs cognaient, il y avait une ombre, trouvez-le, s'il vous plaît. Les officiers échangèrent un regard, le plus petit s'avançant. « Allons dans la voiture. On va fouiller la zone. »« Mais, vous êtes sûr que c'est la sortie 197 ?»« Oui, » cria Sarah, sa voix rauque. « Le motel, l'enseigne, c'est juste dehors. » Ils la guidèrent vers la voiture de patrouille, la pluie se calmant en une bruine, les officiers balayant le parking avec leurs lampes. Les autres chambres du motel étaient sombres, les portes entr'ouvertes, et à travers les fentes, Sarah vit des visages pâles, vides, la fixant avec des yeux morts, leur corps immobile. Elle haleta, pointant du doigt, mais les officiers ne virent rien, leur lumière ne montrant que des pièces vides. « Vérifions le périmètre », dit le grand officier, faisant signe à son partenaire. Ils parcoururent le parking, leurs lampes balayant, mais à mesure qu'ils avançaient, le motel sembla s'effacer, les lumières clignotantes s'atténuèrent, le bâtiment s'affaissa, les voitures sur le parking se dissolurent en ombre. Sarah regarda, le cœur battant, alors que les officiers revenaient, leur visage pâle. « Y a rien ici », dit le petit officier, sa voix tendue. « Juste un terrain vide. Pas de motel, pas d'enseigne, rien. Vous avez dit qu'il a brûlé en 96 ?» Le grand officier hocha la tête, les yeux sur Sarah. « Ouais. Les anciens registres disent qu'un motel à la sortie 197 a pris feu il y a 29 ans. Pas de survivants. Ils l'ont jamais reconstruit. Ça peut pas être réel. » Les jambes de Sarah cédèrent, son corps tremblant alors qu'elle s'effondrait au sol. « Mais on s'est enregistré. Le réceptionniste nous a donné une clé. Matt est quelque part là-dedans. » Les officiers l'aidèrent à se relever, leur visage sombre. « On va vous emmener au poste, » dit le grand. « Vous devez vous reposer. On va régler ça. » Ils la conduisirent dans la ville la plus proche, un petit poste de police où elle s'assit dans une pièce froide, une couverture sur les épaules, l'esprit en ébullition. Les officiers l'interrogèrent, leur voix douce mais sceptique, prenant des notes alors qu'elle décrivait le motel, le cognement, l'ombre. Mais quand ils vérifièrent leurs cartes, leurs images satellites, il n'y avait pas de motel de la sortie 197, juste un champ vide, le sol marqué de cendres. Le lendemain matin, la tempête s'éclaircit, le ciel d'un gris pâle. Les officiers proposèrent de ramener Sarah sur place, promettant de chercher Matt. Elle s'assit à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains serrées, les yeux fixés sur la route. Quand ils atteignirent la sortie 197, ils prirent le même chemin fissuré, mais le parking était différent. Pas de motel, pas d'enseigne clignotante, juste une parcelle de terre brûlée, le sol noir et cassant. Un seul poteau d'enseigne usé par les intempéries dépassant des cendres, les mots motel de la sortie 197 effacés et pelants. L'air sentait la fumée et la décomposition, le silence lourd, les cendres bougeant dans la brise comme si elles vivaient. « C'est pas possible », murmura Sarah, sa voix se brisant. « On était ici. Matt était ici. » Le grand officier sortit, ses bottes craquant sur les cendres, sa lampe balayant le terrain vide. « Y a rien », dit-il, sa voix basse. « Juste de vieilles marques de brûlure. Cet endroit n'a pas tenu debout depuis des décennies. » Sarah tituba hors de la voiture, ses pieds s'enfonçant dans les cendres, ses mains tremblantes touchant le poteau. Le froid la frappa à nouveau, l'air chutant, son souffle se condensant malgré le soleil matinal. Et puis elle l'entendit un faible cognement, venant du sol sous ses pieds. Toc, 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 le rythme lent et délibéré. Elle se figea, les yeux écarquillés, les officiers se tournant pour regarder. « Vous avez entendu ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Le petit officier fronça les sourcils, s'approchant. « Entendu quoi ?» Le cognement devint plus fort, les cendres tremblant, une ombre se formant sous la surface, grande et fine, sa forme étrange, sa tête penchée. Sarah hurla, reculant, les officiers dégainant leurs armes, leurs visages pâles. L'ombre se leva, le cognement se transformant en un rugissement, les cendres tourbillonnant comme une tempête,
puis elle disparut, le silence revenant brusquement. Les officiers ramenèrent Sarah à la voiture, leurs mains fermes, leur voix urgente. « Il faut vous sortir d'ici », dit le grand, les yeux scrutant autour. Ils la conduisirent au poste, promettant d'enquêter, mais Sarah savait la vérité. Matt était parti, pris par ce qui hantait cet endroit, et le motel n'en avait pas fini avec elle. Elle retourna à Wichita, quitta son travail, s'enferma dans son appartement, essayant d'oublier. Mais le cognement la suivit, faible au début, puis plus fort, la réveillant la nuit, les murs tremblants. Une soirée, elle trouva des cendres sur son sol, fines et noires, une ombre unique bougeant sur le mur, grande et sans visage, le cognement incessant toc, toc, toc. L'air devint froid, son souffle se condensant, l'ombre la regardant, attendant. Le motel n'avait pas brûlé. Il était toujours là, l'appelant, et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Story Number 3. L'autostoppeur sans visage. Imaginez ceci. Vous conduisez seul sur les routes sombres et sinueuses des montagnes Appalaches, les arbres se refermant, l'air chargé de secrets. Vous voyez un autostoppeur au crépuscule grand, silencieux, sa capuche cachant son visage et vous vous arrêtez pour le prendre, pensant faire une bonne action. Mais à mesure que les kilomètres s'étendent, il vous guide plus profondément dans la forêt, ne parlant jamais, ne faisant que pointer les virages, jusqu'à ce que vous réalisiez que quelque chose cloche terriblement. C'est ce qui est arrivé à Ethan Cole, un voyageur solitaire en Virginie occidentale, une nuit qu'il n'oubliera jamais. Quelque chose est monté dans son camion cette nuit, quelque chose sans visage. Vous voulez savoir ce qu'il a vu dans son rétroviseur à 3h33 ? Plongeons Y. Ethan Cole, un gars de 28 ans avec une barbe hirsute et un esprit agité, avait toujours aimé la route ouverte. Il avait quitté son boulot de bureau à Charleston il y a un mois, acheté un vieux Ford F-150 de 2008, et s'était lancé à l'exploration des routes secondaires des montagnes Appalaches en Virginie occidentale. C'était sa façon de se retrouver, conduire à travers les petites villes, faire des randonnées, prendre des photos de vallées brumeuses et de granges en ruine. Ce soir-là, samedi 31 mai 2025, il roulait sur une route étroite près d'Elkin, le soleil descendant, peignant le ciel de teintes oranges et pourpres. L'air sentait le pin et la terre humide, la forêt un mur vert de chaque côté, la route serpentant dans les collines. Il était juste après 18h15, bien que ici, le temps semblait sans importance quand Ethan le repéra. Une silhouette grande debout sur le bas-côté, le pouce levé, une capuche grise tirée bas sur le visage, la lumière déclinante projetant de longues ombres derrière lui. Ethan ralentit, les pneus craquant sur le gravier, son instinct lui disant de continuer. Mais il avait toujours été du genre à aider, il avait pris des autostoppeurs avant, partagé quelques rires, les déposant dans la prochaine ville. Quel mal cela pouvait-il faire? Il s'arrêta, baissant la vitre côté passager. « Hé, mec, besoin d'un lift ?» appela-t-il, sa voix résonnant dans le silence. L'autostoppeur ne répondit pas, se contentant d'un hochement de tête, son visage caché dans l'ombre de sa capuche. Il ouvrit la porte et monta, ses mouvements lents et délibérés, sa grande taille remplissant la cabine. Ethan remarqua ses mains pâles, osseuses, les ongles fendus et sales, comme s'il avait creusé la terre. L'homme sentait faiblement les feuilles mouillées et quelque chose de plus tranchant, comme de la rouille. Il ferma la porte avec un clic doux, puis resta assis, silencieux, fixant droit devant. « Où vas-tu » demanda Ethan, forçant un sourire alors qu'il reprenait la route. L'autostoppeur ne répondit pas, se contentant de pointer droit devant, son long doigt stable, la manche de sa capuche glissant pour révéler un poignet si mince qu'il semblait fait d'os enveloppé de peau. « Ok, cool, » dit Ethan, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. « Je vais vers Elkin, mais je peux te déposer où tu veux. Dis-moi juste. » L'autostoppeur ne répondit pas, ne tourna même pas la tête. Ethan le regarda, essayant d'apercevoir son visage, mais la capuche était trop basse, les ombres trop profondes. La cabine semblait plus petite avec lui dedans, l'air plus lourd, comme si une tempête se préparait à l'intérieur du camion. Ethan monta le volume de la radio, une vieille chanson rock crépitant dans les haut-parleurs, mais la musique sonnait faux, les notes déformées, les parasites s'intensifiant jusqu'à ce qu'il éteigne. Le silence qui suivit était pire, brisé seulement par le ronronnement du moteur et le léger bruissement des feuilles dehors. Ils roulèrent quelques kilomètres, la route s'enfonçant plus profondément dans la forêt, la dernière lumière du crépuscule s'évanouissant en un bleu profond et sombre. L'autostoppeur pointa à nouveau, cette fois à droite, vers un chemin de terre étroit qui bifurquait de la route principale, disparaissant dans les arbres. Ethan hésita, ses mains serrant le volant. « Par là » demanda-t-il, jetant un coup d'œil. « T'es sûr ? Ça mène pas à grand-chose. »
L'autostoppeur hocha la tête, un mouvement lent et délibéré, sa capuche bougeant légèrement mais cachant toujours son visage. L'estomac d'Ethan se noua, une sueur froide picotant sa nuque. Il ne voulait pas prendre ce chemin, il ressemblait à une impasse, le genre d'endroit d'où on ne revient pas. Mais le silence de l'autostoppeur était dérangeant, sa présence comme un poids sur la poitrine d'Ethan. « D'accord, mec, dit Ethan, forçant un rire. À toi de décider. » Il tourna sur le chemin de terre, le camion rebondissant sur les racines et les rochers, les arbres se refermant plus fort, leurs branches raclant les côtés du F-150 comme des doigts osseux. Le chemin était à peine assez large pour le camion, la forêt les avalant entièrement, l'obscurité si épaisse qu'Ethan voyait à peine au-delà des phares. L'autostoppeur pointa à nouveau, à gauche cette fois, vers un sentier encore plus étroit, la terre remuait comme si quelque chose de lourd avait été traîné là. « Écoute, mec, je sais pas où tu vas, mais ça devient un peu trop profond pour moi, » dit Ethan, sa voix tremblante. « Je vais faire demi-tour, te déposer sur la route principale. Ça va ?» L'autostoppeur ne bougea pas, ne parla pas, resta assis, les mains sur les genoux, la capuche toujours cachant son visage. Ethan ralentit le camion, cherchant un endroit pour tourner, mais le chemin était trop étroit, les arbres trop proches. Il jeta un coup d'œil à l'horloge 19h30 puis à son téléphone, mais l'écran était vide, pas de réseau, l'icône de batterie clignotant en rouge avant de mourir complètement. « Super !» marmonna-t-il, jetant le téléphone sur le siège. « Vraiment super !» Il regarda l'autostoppeur, prêt à lui dire de descendre, quand l'homme bougea enfin. Lentement, délibérément, il tourna la tête, la capuche glissant juste assez pour révéler ce qui était en dessous ou ce qui n'y était pas. Là où un visage aurait dû être, il n'y avait rien. Pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, juste une surface lisse, pâle et sans traits, comme un morceau d'argile jamais modelé. Le souffle d'Ethan se coupa, son cœur s'arrêtant une seconde, son esprit hurlant que ce n'était pas réel, ne pouvait pas l'être. Quoi étouffa Ethan, écrasant la pédale de frein, le camion dérapant, les pneus projetant de la terre. Le moteur bafouilla, puis s'éteignit, les phares clignotant avant de s'éteindre, plongeant la cabine dans l'obscurité. La forêt dehors s'anima, les arbres craquant, le vent hurlant, les feuilles bruissant comme des murmures, un chœur de voix parlant une langue qu'Ethan ne comprenait pas. L'air dans la cabine devint froid, son souffle se condensant, la température chutant rapidement, le givre rampant sur les vitres malgré la nuit de printemps. Ethan tâtonna la poignée de la porte, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le visage vide de l'autostoppeur. L'homme non, la chose resta là, immobile, la tête légèrement inclinée, comme si elle l'étudiait. Les murmures dehors devinrent plus forts, les voix en colère, urgentes, les arbres gémissant comme s'ils se penchaient vers le camion. Ethan tira la porte, trébuchant dehors, ses bottes glissant alors qu'il reculait, le souffle court. « Reste loin de moi !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt, l'obscurité se refermant. Il se retourna pour courir, mais le chemin derrière lui avait disparu, la terre avalée par des racines et des ombres, la forêt un labyrinthe d'arbres tordus et de branches griffues. Le camion resta silencieux, l'autostoppeur toujours dedans, son visage vide tourné vers lui, le givre sur les vitres brillant faiblement dans l'obscurité. L'esprit d'Ethan s'emballa, la peur l'étouffant, ses jambes tremblantes alors qu'il reculait plus profondément dans les arbres. Les murmures étaient partout maintenant, le encerclant, les voix chantant, basses et gutturales, les mots lourds de menace. Il trébucha sur une racine, tombant lourdement, ses mains s'enfonçant dans la terre humide, le froid mordant sa peau. La forêt était vivante, les arbres bougeant, leurs branches descendant comme des mains. L'air épais de l'odeur de décomposition et de rouille, la même odeur que l'autostoppeur. Il se releva, le souffle court, les murmures se transformant en cris, la forêt se refermant. Il courut à l'aveugle, les branches claquant son visage, les racines accrochant ses bottes, l'obscurité si dense qu'il ne voyait pas ses propres mains. Les cris devinrent plus forts, les arbres craquant, le sol tremblant, puis silence. La forêt s'immobilisa, l'air lourd, le froid se levant légèrement. Ethan s'arrêta, le souffle court, les yeux scrutant autour, mais il n'y avait rien, juste des arbres, infinis et silencieux, le chemin disparu, le camion introuvable. Il ne savait pas combien de temps il resta là, son corps tremblant, l'esprit tournant, quand il entendit un faible bourdonnement, le son d'un moteur. Il se tourna, trébuchant vers le bruit, les arbres s'amincissant alors qu'il déboucha sur une route pavée, la même qu'il avait prise avant, le bas-côté large, la forêt dominant derrière lui. Son camion était là, garé proprement sur le gravier, les phares éteints, la cabine sombre. Les jambes d'Ethan cédèrent,
un soulagement l'inondant alors qu'il tituba vers le côté conducteur, ouvrant la porte d'un coup. La cabine était vide, l'autostoppeur parti, le givre sur les vitres fondues, l'air encore froid mais pas glacial. Ethan monta, claquant la porte, les mains tremblantes alors qu'il cherchait les clés. Le camion démarra au premier tour, le moteur rugissant, les phares coupant l'obscurité. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 3h33. Des heures avaient passé, mais ça semblait être des minutes, le temps manquant un trou noir dans sa mémoire. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Ethan, la voix rauque, les yeux scrutant le siège passager. L'odeur de l'autostoppeur persistait, feuilles mouillées et rouille, mais il était parti, comme s'il n'avait jamais été là. Ethan accéléra à fond, le camion bondissant sur la route, la forêt défilant alors qu'il conduisait, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre Elquin, se garant à la première station-service, les lumières fluorescentes un soulagement brutal après l'obscurité. Il resta là, le moteur tournant, les mains serrant le volant, essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'autostoppeur, le visage vide, la forêt, ça ne semblait pas réel, mais le froid dans ses os, les éraflures sur ses bras des branches, c'était réel. Il tendit la main vers son téléphone, l'écran toujours mort, la batterie vidée. Il le rechargerait plus tard, appellerait quelqu'un, n'importe qui, leur raconterait. Mais pour l'instant, il avait juste besoin de respirer, de se sentir en sécurité. Il ajusta le rétroviseur, prêt à quitter le parking, quand il se figea. Dans le reflet, il y avait quelque chose sur la banquette arrière, une forme, grande et fine, la capuche grise tirée bas, le visage vide le fixant, centré et pâle, la tête légèrement inclinée, l'observant. Ethan hurla, se retournant, mais la banquette était vide, la cabine silencieuse, l'odeur de rouille plus forte maintenant, l'air redevenant froid. L'horloge clignota à 3h33 et les murmures recommencèrent, faibles au début, puis plus forts, venant de la forêt, du camion, de la chose qui n'était pas là mais l'était. Sa présence un poids qu'Ethan n'échapperait jamais. L'autostoppeur n'était pas parti. Il n'était jamais parti.